Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Movsar Ibrahimov. Cette fois-ci, on va analyser certainement la carte principale la plus chargée de l'année, en tout cas pour l'instant, puisque dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet va se dérouler l'UFC 291. Ça se déroule d'ailleurs à Salt Lake City, haute altitude. On aura l'occasion d'en parler un petit peu avec Movsar. 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Combat principal, le rematch entre Dustin Poirier et Justin Gaethje pour la ceinture BMF. Et puis, comme main event, le combat entre Jan Blachowicz et Alex Pereira. Movsar Ibrahimov, vous le connaissez, champion AEF chez Poicoc, médaillé d'or au championnat d'Europe IMMAF et médaillé de bronze au championnat du monde IMMAF. Movsar, comment tu vas? Ça va super, et toi, Elias? Ça se passe très bien. On avait correctement pronostiqué le dernier combat principal de l'UFC 290, Alexander Volkanovski. On avait vu tous les deux une victoire de Volkanovski. On ne s'était pas trompé. Normalement, on devrait reproduire la même masterclass, j'ai envie de dire, pour cette UFC 291 Movsar. Première question, bah, elle concerne le main event. Hein. Justin Gaethje, Dustin Poirier pour la ceinture BMF. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir la mise en place d'une ceinture Baddest Mother Effer. Je ne vais pas tout dire parce que c'est une insulte. En gros, le plus grand bandit, le plus gros dur à cuire. Ah bon, on saura qui sera le successeur de Jorge Masvidal. Juste une petite stat, Movsar. Dustin Poirier, c'est quand même 13 bonus de performance au cours de sa carrière à l'UFC. Justin Gaethje, c'est 11 bonus de performance dans sa carrière à l'UFC. Est-ce que tu trouves que ce combat pour la ceinture BMF il est mérité entre Justin Gaethje et Dustin Poirier ou peut-être tu voyais d'autres combattants se la disputer cette ceinture? Ah, c'est clairement pour moi un gros, gros banger ce combat. Parce que déjà, Dustin Poirier, c'est mon combattant préféré. Et Gaethje, il est pas loin derrière. C'est tous les deux, tu vois, tous les bonus qu'ils ont eu, ils montrent à quel point leurs combats ils sont excitants. Et c'est la deuxième ceinture BMF, celle-ci, parce que la première, ça avait été Masvidal et Nate Diaz. Et je trouve que celle-ci, elle porte vraiment bien son titre parce qu'elle va vraiment définir qui est le plus gros guerrier de l'UFC dans cette catégorie qui est la plus chargée selon moi. Donc, pour moi, c'est totalement légitime. Les deux ont déjà eu deux title shots. Donc, ils viennent de loin, de grande carrière à l'UFC. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, je suis d'accord avec ce que tu dis. Georges Masvidal, Nate Diaz, sportivement c'était costaud, mais je trouve que c'est beaucoup moins costaud que Justin Gaethje de Dustin Poirier. Là pour le coup c'est une ceinture BMF, mais entre deux BMF dans un octogone. C'est-à-dire que contrairement à Masvidal et Nate Diaz, Justin Gaethje et Dustin Poirier, ils n'ont pas trop de problèmes extrasportifs, même si on sait que Dustin Poirier, quand il était jeune, il est passé par la case prison pour les délinquants juvéniles. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est des bandits, c'est des durs à cuire, principalement dans l'octogone et pas en dehors, que ce soit Justin ou Dustin. Ouais, c'est ça, c'est des bons pères de famille, c'est des bons maris, c'est des bons copains, tu vois. En dehors de ça, ils sont connus pour être de bonnes personnes. D'ailleurs, Dustin, il œuvre beaucoup pour la charité. On y avait eu toutes les histoires avec Khabib, etc., la vente de maillots. Et c'est pareil pour Gaethje, donc c'est des très bonnes personnes en dehors de l'octogone. Mais dans l'octogone, ils n'ont pas de marche arrière. C'est pour ça que j'ai hâte de voir qui est le BMF. Ah, c'est clair qu'il n'y a pas de ralentir, hein. Que ce soit Justin ou Dustin, c'est un truc de fou. Ce sont vraiment deux guerriers. Et on l'a vu lors de leur premier combat qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. C'était en 2018. Ils se sont affrontés une première fois. Honnêtement, j'ai revu le combat tout à l'heure, Movsar, mais c'était d'une brutalité sans nom. C'est non, la violence à l'état brut. Franchement, la violence à l'état brut. Et moi, ce qui m'a choqué principalement, on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais notamment les leg kicks que Justin Gaethje a mis durant la totalité des 4 rounds. Bon, le quatrième round, ça s'est fini assez vite. Il n'a pas eu le temps de mettre des leg kicks. Mais les 3 premiers rounds, il a tabassé la jambe d'appui de Dustin Poirier. Dustin a, comment dire, il a plié, mais il n'a pas rompu. Et il a fini par s'imposer sur KO technique au quatrième round. Il a sonné Justin sur un beau crochet du gauche et ensuite il a fini le travail comme il a l'habitude de le faire. La question que j'ai envie de te poser concernant ce premier combat Movsar, c'est qu'est-ce que tu retiens finalement de cette première opposition? Moi, je trouve que dans ce combat où ils se font des guerres comme ils aiment bien faire Dustin et Justin, même leur prénom et rime, c'est Ouais. marrant. En fait, ça peut très facilement aller d'un côté comme de Hmm. l'autre. Par exemple, tu refais ce combat-là 10 fois,
je suis pas sûr que Dustin le gagne 10 fois. Parce que il y en a un qui est sonné, puis l'autre qui est sonné. Et qui sait combien de leg kicks il restait avant que Dustin commence vraiment à flancher. Parce que Justin Gaethje, il est très connu pour ses leg kicks. Notamment, Khabib avait dit que les coups les plus puissants qu'ils avaient subis, c'était ceux de Gaethje. Donc, en fait, c'est ce genre de guerre-là, ce genre d'échange où ils t'envoient des frappes de mortier dans chaque point. Tu sais pas c'est laquelle qui va connecter et c'est laquelle qui va déconnecter celui en face. Moi, personnellement, en plus, en revoyant ce combat, c'est dans mon esprit, j'avais pas dans ma tête en souvenir que Justin Gaethje avait pris à tel point l'ascendant sur Dustin. Il lui a quand même fait très très mal, mais ça démontre aussi le mental à toute épreuve de Dustin Poirier. Il a mangé des sacrés leg kicks, il a mangé des sacrés coups, mais il a cette faculté à faire le poker face. Tu vois, tu le vois pas son visage qui souffre, puis il y a même eu des eye pokes de part et d'autre. Enfin bref, c'était vraiment du très très sale. Et puis tu nous le disais tout à l'heure, Movsar, mais Dustin Poirier, en fait, c'est ton combattant préféré. Moi, quand j'ai appris ça, on va dire que j'ai été surpris. Pourquoi? Parce que bah, je te connais, tu es un très bon combattant, tu es complet, tu as un bon striking, mais on va dire que tu as plus une approche de grappleur. Du coup, pourquoi est-ce que Dustin Poirier, en particulier, c'est un combattant que tu apprécies en sachant que lui, c'est pas du tout un grappleur, même si on sait qu'il a une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais c'est principalement un striker. En fait, ce que j'aime chez lui, c'est le caractère en combat, euh, principalement. Par exemple, moi, le combat qui m'a fait vraiment trop kiffer Dustin Poirier, c'est son combat pour le titre intérim contre Max Holloway. Ouais. Ce combat-là, il était incroyable. Et il est un peu les gens, ils oublient un peu trop ce combat-là parce que Max était à son prime. Ouais. Euh, et dans ce combat-là, Dustin a vraiment outstriké Max avec une marche avant de fou, un rythme de fou, un striking de fou, le style j'aime beaucoup de Justin et de Dustin, pardon, et son nickname de Diamond, tu vois, le diamant, il dit tout le temps le diamant est forgé sous la pression, tu vois. Je Mhm. trouve ça, je trouve ça vraiment stylé, tu vois. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son acharnement, son combat aussi contre Dan Hooker où ils prennent des dégâts, tu te dis, mais c'est quand qu'il va lâcher? Et il lâche pas, tu vois, t'as l'impression qu'ils sont vraiment prêts à mourir là-dedans. Et c'est ça qui force le respect selon moi et qui fait que je suis très très fan. Dustin Poirier Dan Hooker, mais je pense que c'était le combat de l'année. Je sais plus si c'était en 2019 ou en 2020. Non, je pense que c'était pendant le Covid. Enfin bref, c'était le combat de l'année, il me semble. Et Dan Hooker, je sais pas si tu te souviens des images de Dan Hooker après le combat, mais il pouvait même plus parler. Ils l'ont amené d'urgence à l'hôpital. Il était à l'article de la mort. En vérité, il était à l'article de la mort. Dan Hooker, et c'est te dire à quel point Dustin Poirier frappe fort. Et pour revenir aussi sur ce que tu as dit sur le combat contre Max Holloway, ce qui m'avait fasciné dans la performance de Dustin Poirier, c'est que Max Holloway, comme tu as dit, il est à son prime, série de victoires consécutives, réputé aussi pour mettre un sacré nombre de coups et avoir un gros cardio, mais en fait Dustin Poirier l'a surclassé en termes de volume de frappe et de cardio. Incroyable. Bon, après, il faut dire qu'Holloway montait en catégorie, mais ça retire en rien la victoire impressionnante de Dustin. Bah oui, c'est ça, parce que c'est vrai il est très big, c'est un big lightweight. Ça, faut pas oublier, il est très très large. Et Max, il monte en catégorie. Mais le fait de maintenir un plus gros rythme, d'imposer un plus gros rythme, de frapper plus, ça joue pas Ouais. le poids. Tu comprends? Par exemple, dans des phases de lutte, dans des phases de grappling, il aurait peut-être eu plus de force. Donc, à part avoir un peu plus de force dans les frappes, ça s'est joué beaucoup techniquement, tu Mm. vois. Et tu peux rien enlever à Dustin dans ce combat-là. Et je me rappelle après celui-là, quand il a affronté Khabib pour la ceinture, je voulais que Khabib gagne parce que j'aime trop Khabib. Mais tu vois, si Dustin gagnait, j'aurais pas été triste, tu vois. Ouais. Ah, j'étais partagé ce jour-là. Aux yeux de beaucoup de monde, c'est peut-être le combattant qui a donné le plus de mal à Khabib. Moi, je me souviens d'une séquence où on va pas dire qu'il a sonné Khabib, mais il a réussi à le faire reculer en striking. Et puis, on se souvient tous aussi de la guillotine. Selon certains, elle était serrée, selon d'autres, non, elle n'était pas serrée. Parce que Bon, techniquement, Khabib c'est pas lui-même ça. a dit qu'elle était serrée. Ah bah, tu vois. Ah voilà. Khabib, il a dit qu'il a eu du mal, mais il a dit jamais je tape devant mon père parce que c'est la première fois que Khabib avait son père dans son coin. Ouais, c'était un beau combat. Et du coup, Dustin a donné quand même du fil à retordre à Khabib Nurmagomedov. Mais se dire aussi, je trouve que son CV, bah, c'est l'un des plus beaux CV pour moi sur le papier, celui de Dustin Poirier. Alors certes,
champion intérimaire, puis après il a perdu effectivement contre Khabib Nurmagomedov pour le vrai title shot, l'unification des titres en quelque sorte. Il a perdu aussi contre Charles Oliveira, mais Khabib, Charles Oliveira, c'est deux anciens champions des poids légers, peut-être les deux meilleurs poids légers de l'histoire aussi de l'organisation. Sinon, il a battu McGregor deux fois, il a battu Justin Gaethje, il a battu Eddie Alvarez, ancien champion aussi de la catégorie des poids légers, Anthony Pettis, la même chose, Max Holloway, Dan Hooker, Michael Chandler, enfin bref, le CV de Dustin Poirier, il est tout simplement incroyable, hein, Mofsar. Ouais, il a tapé tout le monde. Et il a les deux défaites qu'il a eues contre Charles Oliveira et Khabib, c'est deux défaites contre les champions. Et moi, j'étais très dégoûté quand on a perdu contre Charles, tu vois, parce que Mhm. pour moi, c'était vraiment un combat qu'il pouvait prendre. Et j'ai Mhm. l'impression qu'il s'est fait avoir par la pression, tu vois. Le deuxième title shot, et en général, le deuxième, c'est aussi le dernier. Mhm. Il y en a très peu qui ont trois title shots dans leur carrière, tu vois. Et je sais pas, franchement, j'ai un très mauvais souvenir de ce combat parce qu'il pouvait tellement le gagner, Ouais. mais il a un CV chargé en termes d'adversaires affrontés et Mhm. d'adversaires vaincus. Il y en a très peu qui peuvent se vanter d'avoir autant que lui. Et de l'autre côté, Gaethje n'est pas non plus en, en retrait par rapport à lui. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça aussi que bah, l'UFC a décidé d'organiser ce combat entre les deux pour la ceinture BMF. Moi, pour moi, c'est un lot de consolation parce que je pense que ni Dustin ni Justin, peut-être que je me trompe, mais je pense que ni l'un ni l'autre ne sera un jour champion dans cette catégorie des poids légers parce que c'est la catégorie la plus relevée de l'organisation. Parce que stylistiquement parlant, tu as des Benil Dariush, tu as des Charles Oliveira, tu as des Islam Makhachev qui seraient vraiment cauchemardesques pour Dustin comme pour Justin. Donc, c'est en quelque sorte. Une façon pour l'UFC de le remercier, les deux combattants, de leur avoir donné des véritables classiques. Les deux vont finir dans le Hall of Fame de l'UFC, ça c'est sûr et certain. Bah justement, tu as commencé à parler de Justin Gaethje, on va en venir. Et il y a énormément de similitudes entre les deux combattants, c'est plutôt fascinant. Comme tu l'as dit, Justin, Dustin, bah, il n'y a qu'une lettre qui change dans leur prénom. Justin Gaethje, comme Dustin, en fait, il a échoué contre Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira lors de ses title shots. Il a lui aussi été champion intérimaire et il faut revenir sur ce combat. En devenant champion intérimaire, en fait, pour devenir champion intérimaire, plutôt, il a battu Tony Ferguson, mais il n'a pas fait que le battre, il l'a pulvérisé, il l'a démoli. J'ai pas envie de dire qu'il l'a humilié, parce que sur certains moments du combat, Tony Ferguson avait du répondant, mais il l'a eu à l'usure. Pour moi, Justin Gaethje, s'il y a bien un combat dans sa carrière dont on va se souvenir dans les prochaines années, bah, c'est ce combat contre Tony Ferguson, parce qu'il a prouvé quel coucouille, comme on le surnomme, ben, il ressent la douleur en fait. Non, bien sûr, il y avait avant ce combat-là une très grosse fanbase de Tony Ferguson qui pensait que c'était qui était inhumain, imbattable, qu'il aurait vaincu Khabib. Mhm. Il y avait beaucoup de cette manière de penser qui se propageait dans la communauté fan de MMA, tu vois. Et Tony Ferguson, il a toujours une très grosse communauté. Elle ressemble un peu à celle de Nate Diaz, d'ailleurs. Mhm. Et, euh, et moi, à ce moment-là, je me rappelle à cette époque-là, je pense qu'on avait fait les pronostics sur ce combat-là et moi j'avais dit Justin Gaethje, il va mettre une raclée à Tony, tu vois. Mhm. Parce que il est tellement solide, tellement fort. Parce que Tony Ferguson, il est très bon, mais il est un peu trop volatile comparé à ce bloc de ciment qui arrive face à toi et qui t'envoie des bombes atomiques dans chaque main. En plus, le pire avec eux, c'est qu'ils sont infatigables, ils ont pas de marche arrière. Pour moi, c'était vraiment un match-up cauchemardesque, comme tu aimes bien dire, pour Tony Ferguson. Donc, et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont fini la bouche grande ouverte après ce combat-là. Parce que je me rappelle beaucoup de gens, tu vois, des fans un peu casual du MMA qui mettaient, ouais, Tony va faire une salle, Tony. Et ce jour-là, il y a plein de vestes qui se sont retournées. Ah mais Justin, il l'a vraiment pulvérisé à tel point que bah, depuis Tony Ferguson, il a plus gagné un combat. Il a perdu contre Charles Oliveira, il a perdu contre Binil Dariush, je sais même pas, il a perdu contre Michael Chandler, il a perdu contre Ned Diaz, c'était fini. Alors qu'avant Justin Gaethje, il avait enchaîné une série de victoires consécutives aussi dans la catégorie des poids légers. Comme tu l'as dit, certaines personnes pensaient que Tony Ferguson pouvait battre Khabib. Il aurait dû affronter Khabib, puis le Covid est passé par là. Le
combat s'est fait pour la ceinture intérimaire. Tout le monde voulait voir Khabib Tony Ferguson et au final c'était Khabib Justin Gaethje. Justin a vraiment brisé des rêves ce jour-là. Il a aussi brisé la mâchoire misquine de Tony Ferguson. Si je devais définir un mouvement pour caractériser le style de Dustin Poirier, je dirais que c'est le volume de frappe impressionnant qu'il arrive à mettre. Son anglaise est vraiment excellente à Dustin Poirier. Ça, je pense que tout le monde est au courant. C'est la meilleure façon possible de définir le style de Dustin Poirier. Du côté de Justin Gaethje, si je devais définir son style, c'est clairement les leg kicks, on en parlait tout à l'heure, mais qu'est-ce que t'en penses, Mofsar? Est-ce que tu dirais que peut-être Justin Gaethje est le meilleur combattant dans ce domaine-là, les leg kicks, que ce soit techniquement parlant et puis surtout au niveau de la puissance? C'est incroyable, c'est comme un boxeur thaïlandais au final, Justin Gaethje. En fait, déjà, Dustin, il fait essentiellement de l'anglaise, mais aussi, il fait aussi très bien les kicks. Par exemple, il a Ouais. battu Conor quasiment rien qu'avec les calf kicks, tu vois. Donc, c'est ça qu'ils font la plupart. Même Gaethje, en vérité, ce qu'il fait, c'est des leg kicks, mais c'est dans le mollet, tu vois. Donc, c'est les calf kicks. Donc, ils en sont les deux capables, tu vois. Ils divergent beaucoup dans leur style d'anglaise. Par exemple, le style de Dustin, il a un style où il a la tête qui bouge beaucoup, les bras en arrière et il envoie des coups de très loin. Tu vois, comme il a les épaules en arrière, les coups ils viennent de loin. Ils sont tous très puissants. C'est pour ça qu'il dégage beaucoup de volume, beaucoup de puissance dans les deux mains. Il alterne les gardes et il envoie les coups de loin. Tu vois. Gaethje, lui, c'est dans les combinaisons. Tu vois, il envoie beaucoup des crochets en tombant en avant avec des uppercuts et pouf, il envoie les kicks pendant les combos, ce qui fait que c'est très dur de bloquer ces kicks. Ils sont très durs à bloquer et ils sont très puissants parce qu'ils les envoient de courtes distances, tu vois. Il les envoie de courtes distances et il les envoie avec certitude qu'ils vont toucher, alors il envoie à fond. Des vrais coups de hache. Donc, en fait, ils ont des styles qui, sur le papier, quand tu notes ce qu'ils font, ça se ressemble beaucoup, mais à leur manière. Mhm. Par exemple, quand tu regardes le combat de Gaethje contre Fiziev, il envoie beaucoup de kicks, il envoie beaucoup de crochets, mais des crochets un peu quasiment, on dirait qu'il frappe presque avec les doigts. Et puis, Mhm. oups, son uppercut très connu de Gaethje, on parle beaucoup de son uppercut aussi, en plus de ses kicks. Donc, ils se ressemblent beaucoup, mais ils divergent dans la manière de l'appliquer. Et c'est pour ça que, avec deux styles efficaces comme ça, c'est pour ça que c'est difficile de savoir quel va être le résultat de cette confrontation. Ah, parce que c'était déjà serré au premier combat, et du coup, à mon avis, ce deuxième combat sera aussi serré. On sent que Justin, au fur et à mesure des combats, au fur et à mesure qu'il prend de l'âge aussi, il n'a pas envie de prendre autant de dégâts qu'à ses débuts, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une machine à bonus. Il met énormément de coups, mais il reçoit aussi énormément de coups. Et pour la longévité de sa carrière et surtout pour son intégrité physique, c'est pas une bonne chose. D'ailleurs, j'avais entendu dans les UFC Embedded de son dernier combat, donc UFC 286 à Londres si je ne m'abuse, tu sens qu'il envisage de prendre sa retraite incessamment sous peu parce qu'il a pris énormément de dégâts. Et ce que je veux dire par là, c'est que bon, on sait que Trevor Whitman, son entraîneur, il travaille énormément avec lui pour faire en sorte qu'il combatte plus intelligemment, qu'il arrête d'aller à la bagarre constamment. Est-ce que toi, tu as constaté cette évolution au cours de sa carrière? Et c'était l'autre question que je voulais te poser tout à l'heure et j'ai oublié, mais en fait, pour toi, lequel des deux a le plus évolué depuis leur premier combat en 2018? Dustin ou Justin? J'étais un petit peu, en quelque sorte, donnez-moi personnellement mon avis. Pour moi, ça reste Justin. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que les deux, ils ont évolué beaucoup, pas tellement dans leur style de combat, mais dans leur tête. Ils ont pris de l'âge, ils ont pris en sagesse, ils ont pris en expérience. Par exemple, quand Dustin Poirier avait perdu la première fois contre Conor, il avait été beaucoup touché, tu vois, il y avait beaucoup d'émotions dans ce combat, beaucoup de colère, etc. Et il s'était fait mettre KO. Et il avait beaucoup parlé de ça dans sa revanche avec Conor. Il avait dit cette fois, je suis plus le même homme, tu vois, ça me touche plus, ce genre de choses. Et c'est la même chose pour Gaethje, beaucoup moins émotionnel, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concentré. Euh, Tu vois, il y a beaucoup, même dans les salles de sport, dans les salles de kick, etc. Tu prends un coup, tu passes en mode bagarre et et on envoie, et le premier qui tombe, il a perdu. Ils ont évolué de manière à enlever ce côté-là et essayer de suivre le game plan le plus possible. Mais enlever complètement la bagarre qui est leur style,
C'est pas possible. Parce que, par exemple, tu verras jamais Justin Gaethje arriver et boxer comme Stephen Wonderboy, tu vois, toucher, Thompson. sortir beaucoup. C'est ça, Stephen Thompson. C'est pas possible de autant changer son style parce que c'est ce qu'ils ont construit depuis le début de leur carrière. Donc forcément, tu verras toujours qu'ils vont donner, prendre des coups, mais moins en moins et de plus en plus intelligemment. Et un bon exemple de ça encore, c'est Gaethje Fiziev, où Gaethje il s'est pris beaucoup de coups, mais tu vois qu'il y a un effort de réflexion, il y a un effort de suivre un game plan parce qu'il reproduit plusieurs fois un schéma qui est toujours le même, d'essayer de provoquer la sortie de Fiziev avec le percute, etc. Il y a un game plan, il y a de l'intelligence, mais il y a beaucoup de dégâts qui sont pris. Et à mon avis, pour tous les deux, leur carrière, elle touche à leur fin. Ah, c'est clair, ouais, c'est clair. Et Justin Gaethje, pour moi, en tout cas, il essaie d'être plus intelligent dans son approche. On l'a vu face à Rafael Fiziev, on l'a vu contre Michael Chandler, on l'a vu contre Tony Ferguson. Mais chasse le naturel, il revient au galop. Tu sens qu'il a quand même des restes de bagarreur, hein. Il veut vraiment aller à la bagarre. Et l'autre question que j'ai envie de te poser sur Justin Gaethje, c'est que, bon, on le sait, de par son parcours universitaire, c'est un excellent lutteur. Pourtant, le premier takedown qu'il a mis dans sa carrière à l'UFC, bah, c'était à son dernier combat contre Rafael Fiziev. Comment est-ce que tu expliques qu'un mec qui a un background de lutte aussi important que Justin Gaethje, ben il n'utilise pas finalement sa lutte défensive? Oui, on l'a déjà vu, il défend très bien les amener au sol, mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas sa lutte offensive et il préfère aller à la bagarre, Mofsar? Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les strikers, ils vendent plus, ils font plus d'argent et ils combattent plus souvent. Donc déjà, en début de carrière, le mieux, c'est de mettre des KO, tu vois. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Le plus stratégique pour Gaethje en arrivant au début à l'UFC, c'est certainement pas de lutter, c'est de mettre des KO. Parce que si tu luttes trop, tu vois, tu vends pas, tu es beaucoup Mhm. moins mis en avant par l'UFC. Déjà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand tu arrives à un plus haut stade, un plus haut niveau, c'est très, très dur de lutter des gens qui sont très bons en face. Par exemple, il avait ce niveau de lutte, une lutte universitaire, mais la lutte olympique, le style de lutte libre, à 85-90% de ce que tu fais dans cette lutte-là, les travails de parterre haut, tu vois, ils se mettent sur les mains. Quand tu es sur le ventre, ils veulent te mettre sur le dos. Ce genre de choses-là, c'est inutile en MMA. Il y a une très grosse partie de la lutte libre qui est inutile techniquement dans le MMA. Tout ce que tu vas tirer de physique et de cardio, c'est tout bénéf. Mais le reste, c'est rien. Et donc, ça fait qu'en vérité, ce qui fait beaucoup le talent d'un lutteur et ce qui faisait beaucoup le talent du lutteur de Khabib, c'est les transitions, les timings, les manières dont il va aller te choper les jambes, les manières dont il va se rajuster en tapant du ground and pound. Parce que Khabib, c'était pas un grand lutteur de lutte libre. Khabib, c'était un grand lutteur de MMA. Mhm. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est très, très dur. C'est très, très dur de lutter quelqu'un, de le maintenir au sol, de parer ses défenses et de frapper en plus sans te fatiguer parce que c'est très, très, très énergivore le travail contre la cage, l'amener au sol, le maintien. Donc, c'est un, c'est un mouvement stratégique en fait. Sur la fin, tout le monde devient tellement bon en défense que attaquer, tu t'épuises trop et c'est trop risqué, tu vois. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte à l'évolution de ces styles. 100% d'accord, masterclass. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Mofsar Ibrahimov, soit dit en passant. Je mettrai le lien vers son Insta dans la description. Et puis, petit clin d'œil aussi à Tarek, le head coach de l'équipe l'équipe de Belgique de MMA que tu connais très bien, Mofsar. Je me souviens qu'il m'avait dit que ce qui explique aussi que Justin Gaethje n'utilise pas vraiment sa lutte, c'est parce qu'il est tombé amoureux du chaos. Il s'est rendu compte qu'il avait 2 points qui faisaient mal. Il a mis des KO. Il s'est rendu compte que bah, il pouvait en mettre. Et apparemment, tu kiffes ça quand tu commences à voir que tu mets des KO. Je pense que ça t'est arrivé d'ailleurs aussi, Mofsar. Ouais, bien sûr. Quand tu sens que tu peux envoyer pour éteindre, c'est vrai que c'est une sensation, il n'y a pas d'équivalent, tu vois. C'est vrai que quand tu mets une bonne droite à quelqu'un et que tu vois la lumière s'éteindre, tu te dis, ah ouais, je suis quelqu'un, en fait. Les soumissions, tu vois, les soumissions, c'est bien, les victoires, c'est bien, mais c'est vrai que le chaos, c'est autre chose. Et aussi dans la réaction que ça provoque autour de toi, tu vois. Ça fait 100 fois plus parler des chaos que des victoires à soumission ou des décisions.
Ah, c'est clair, on le voit aussi, autre petit clin d'œil avec Patrick Abirora qui enchaîne les KO et on voit la hype de fou qu'il a pris en ce moment, c'est de par ses KO aussi notamment et en plus de cela ils sont vraiment tout simplement spectaculaires. Movsar, avant de passer à l'analyse du Common Event entre Blachowicz et Pereira, moi je te propose de passer directement au pronostic pour ce dossier Poirier Justin Gaethje avec une petite précision quand même très importante, c'est que comme je te le disais tout à l'heure, le combat et l'événement se déroulent à Salt Lake City, 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Justin Gaethje, il a l'habitude de combattre à cette altitude-là. Pourquoi? Parce qu'il s'entraîne à Denver et Denver, c'est 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui n'est pas le cas de Dustin Poirier qui s'entraîne principalement en Floride. Est-ce que pour toi, ça peut avoir une répercussion sur le résultat du combat? Ou comment tu vois les choses se faire entre Dustin et Justin, tout simplement? Je pense que ça va être un combat vraiment très serré. Euh, Très dur de pronostiquer parce que, comme on a dit tout à l'heure, les deux, ça risque d'envoyer beaucoup. Mais c'est là maintenant je devais choisir. Et je sais pas si j'arrive à me défaire complètement du fait que je kiffe Dustin Poirier. Mais je pense que Dustin va gagner à peu près de la même manière que la première fois. Mais ça pourrait vraiment aller de l'autre côté, ça pourrait pencher de l'autre côté de la balance. Donc, je pense pas tellement que la hauteur, etc., l'environnement va jouer parce que c'est des mecs qui sont tellement à un gros niveau que ils font attention à tous les paramètres, rien que dans leur camp d'entraînement, etc. Je pense que ça va se jouer beaucoup sur le mental, sur le game plan, sur la manière dont ils vont se préparer à ça. Et je sais pas, je dirais que le style de tous les coups puissants envoyés par Dustin marche mieux contre Gaethje que le style de Gaethje marche contre Dustin. Et du coup, le résultat, tu vois victoire sur KO, TKO, soumission? Et c'est un KO obligé, je dirais troisième ou quatrième round, KO de Dustin, victoire par KO de Dustin. Ah bah je te promets, on s'est pas concerté, mais moi je voyais une victoire sur KO technique de Dustin Poirier au troisième round parce que je trouve qu'il est plus intelligent que Justin Gaethje, meilleur fight IQ du coup, techniquement c'est plus propre, plus précis aussi dans ses coups. Je trouve que au niveau de l'endurance, Dustin Poirier est meilleur que Justin Gaethje parce que Justin il envoie tout à chacun de ses coups. Dustin Poirier c'est quelqu'un qui est beaucoup plus économe, qui choisit ses coups. Par contre, une fois qu'il t'a connecté, là il envoie toute la sauce. Donc moi je trouve que stylistiquement parlant, Dustin Poirier a un avantage sur Justin Gaethje, mais je pense honnêtement, Movsar, que l'altitude pourrait avoir une répercussion sur ce combat parce que Justin est habitué à évoluer à cette altitude-là. Mais j'ai entendu dire dans une interview, je pense accordée à Ariel Helwani, que Dustin Poirier avait carrément acheté une machine pour simuler la haute altitude de Salt Lake City et du coup il dort avec une sorte de machine qui va permettre à ses poumons peut-être de s'habituer au manque d'oxygène en quelque sorte, à voir si ça aura du coup une répercussion sur le résultat. Et puis en ce qui concerne le Common Event de cette UFC 291, Movsar, c'est quand même du très très haut niveau. Jan Blachowicz, Alex Pereira, il y avait des rumeurs concernant le fait que ce combat allait être pour le titre vacant dans la catégorie des lourds légers parce que je suis sûr que tu suis l'actualité. Malheureusement, le champion en titre Jamahal Hill s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Il a décidé, comme Jiri Prohaska d'ailleurs, de laisser sa ceinture vacante. Est-ce que tu penses que c'était légitime le fait que Yann et Alex puissent se disputer la ceinture vacante chez les lourds légers ou tu penses que c'était beaucoup trop tôt et que l'UFC a bien fait de maintenir ce combat sans titre en jeu? Je trouve que c'est mieux de maintenir comme ils ont fait là parce que, étant donné que déjà Iri avait rendu le titre vacant, puis s'ils refont ça, le titre de light heavyweight aurait trop perdu de valeur, je trouve. Donc, je trouve que c'est mieux de faire ce combat-là, trouver un contender, faire quelque chose qui a l'air plus légitime avec des mecs qui sortent de victoire, tu vois. Tu prends Pereira qui vient de prendre un KO, qui Mhm. monte d'une catégorie, qui combat tout de suite pour une ceinture. Tu vois, c'est moche un peu. Donc, je trouve que c'est mieux qu'ils aient gardé ça comme c'est actuellement. Ouais, totalement d'accord avec toi. Et puis du côté de Yann, bah, il a obtenu un title shot à son dernier combat. Égalité plutôt polémique contre Magomed Ankalaev. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que le vainqueur de ce Jan Blachowicz, Alex Pereira, va affronter Jiri Prohaska pour la ceinture au prochain combat. Je rêve
depuis plusieurs mois d'un Yeri Prohaska à l'Experia, je vais pas te mentir. Comme tu l'as dit, le Brésilien Poatan, il a décidé de monter en catégorie, combat maintenant chez les lourds légers. C'est aussi devenu, à l'époque de sa carrière au Glory Kickboxing, le premier double champion de l'organisation, catégorie des poids moyens et catégorie des lourds légers. Il fait bien, en vérité, Alex Pereira, de monter en catégorie et de combattre chez les moins de 93 kilos. À mon avis, il pourra très bien performer dans cette caté, ça c'est sûr. Beaucoup mieux que Adesanya, je pense. Mais il va falloir quand même rester prudent parce que Adesanya, c'était quand même un striker face à Pereira qui était lui-même un striker. Là, tu arrives chez des mecs plus costauds, Mhm. avec plus de force et aussi Blachowicz, les gars de l'Est, les Polonais, etc. C'est des mecs, ils tuent le cage work, ils tuent la lutte. Donc, à mon avis, ça va se jouer à comment. En fait, ça va se jouer au premier takedown defense. Mhm. Quand Blachowicz va envoyer le premier takedown, je veux voir comment il va réagir à ça. Et de là, je vais me dire, OK, là, c'est bon, ou OK, là, il est dans la sauce. Ah, parce que stylistiquement parlant, tu vas me dire que j'ai l'habitude de dire, mais moi j'ai souvent entendu que Yann c'était cauchemardesque justement pour Alex Pereira, parce qu'on a déjà vu ce qu'avait donné Yann Blachowicz contre Israël Adesanya. Donc Adesanya comme Pereira sont deux excellents strikers. Yann, il est complet parce qu'il a un bon striking aussi, largement sous-estimé. Il sait amener au sol, il sait l'emporter sur soumission. Je t'en parlais avant d'enregistrer cette analyse, mais j'ai vu une vidéo d'Alex Pereira qui se faisait amener au sol facilement par Dylan Dallis qui est beaucoup plus léger que Jan Blachowicz qui est un monstre de la nature. Alors on le sait, Alex Pereira, plus de 100 kilos hors compétition, physiquement c'est un vrai lourd léger, il pourrait même je pense monter encore de catégorie et aller chez les poids lourds, mais c'est vrai que le match-up est largement à l'avantage de Jan Blachowicz. C'est exactement, si tu restes sur l'image de Pereira qui n'a pas évolué dans son game de défense et d'amener au sol, etc., c'est sûr que la solution de la victoire, elle a l'air facile. Le chemin de la victoire, elle a l'air tout tracé pour Blachowicz. Mais encore une fois, il faut voir à quel point il aura évolué. Quelle est la marge de progression de Alex Pereira. Parce qu'il est nouveau dans ce sport. Et quand tu es nouveau, si tu arrives avec la bonne mentalité, tu as une très grande marge de progression. S'il arrive en se disant, c'est bon, moi je suis déjà un combattant confirmé, j'apprends un peu à me défendre le sol et je les mets KO, ça peut le jouer des tours. Ça va dépendre beaucoup je le répète encore une fois, de sa marge de progression. Et c'est de là qu'on le verra à ses premières défenses de takedown et ça annoncera la suite du combat. Ce qui me fait peur aussi pour Alex Pereira, c'est que il s'est pris un méchant et giga KO face à Israël Adesanya à son dernier combat et c'est frais, ça date d'avril 2023. Moi je trouve que le retour il est peut-être trop précipité, quelques mois seulement entre son dernier combat et son prochain combat. Il s'est mangé un giga KO comme je te l'ai dit. Il a Frontian Blachowicz qui est c'est un Golgoth, c'est un monstre de la nature. Il a de la puissance à revendre, il sait mettre des KO. J'ai vraiment peur pour Alex Pereira, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux voir un Yeri Prohaska Alex Pereira et du coup j'aimerais que le Brésilien s'impose. Mais du coup passons au pronostic. Movsar, moi je trouve qu'effectivement Yann est le favori de ce combat, beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus complet. J'ai pronostiqué un truc sorti de nulle part. En fait, c'est pas un pronostic, c'est ce que j'espère qui va se faire en fait. J'aimerais voir Alex Pereira l'emporter sur KO et je pense que s'il l'emporte sur KO, ça peut pas se faire sur un autre moment que dès le premier round quand il est frais. Bien évidemment, on connaît son arme de prédilection, son crochet du gauche. Je pense que s'il connecte Yann, il peut lui faire mal parce qu'encore une fois, Pereira vient des poids moyens, mais c'est un vrai lourd léger qui dépasse les 100 compétitions. Mon alarme s'est activée, je suis désolé. Je disais qu'il dépasse les 100 kilos hors compétition. Il peut faire mal à Yann et du coup, j'espère une victoire sur KO au premier round. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou je suis totalement à côté de la plaque? Moi, je dirais que ce qui est très probable qu'il se produise, c'est une victoire de Yann par décision ou par soumission. Mais à tout moment,
Pereira, il peut envoyer un coup qui va complètement déconnecter Blachowicz. Mhm. Donc, c'est toujours ce genre de combat-là très dur à pronostiquer. Mais je vais quand même dire que, à mon avis, Blachowicz va l'emporter sur décision. Parce que physiquement, à mon avis, même si c'est c'est un bon light heavyweight, Pereira, Blachowicz, il est habitué à cette KT, il est très musclé, très physique. Et le physique d'un lutteur et le physique d'un striker, ils sont différents dans certaines manières d'opérer dans le combat. Donc, je pense que Blachowicz va l'emporter sur décision, mais ça ne m'étonnerait pas un gros one punch KO de Pereira dès le début, comme tu as dit. J'espère vraiment que ça va se faire. Désolé pour les Polonais qui supportent Yann, mais moi je suis team Poatan à tous les coups. Mais j'ai peur. J'ai vraiment peur de Yann Blachowicz qui l'a démontré face à Israël Adesanya. Après, la différence entre Israël Adesanya et Alex Pereira, c'est qu'Adesanya il était beaucoup plus léger que Yann. En termes de poids, Pereira et Yann seront quasiment au même poids le soir du combat. Mais l'intelligence de Yann qui a striké avec Israël Adesanya et qui au moment où on s'y attendait le moins a décidé d'amener ce combat au sol, je pense qu'il peut reproduire le même game plan contre Pereira. Et s'il arrive à maintenir Pereira au sol, c'est fini pour Poatan. En tout cas, voilà pour nos pronostics, voilà pour l'analyse de Movsar Ibragimov. J'ai kiffé, pour moi c'était vraiment très intéressant. Movsar, encore une fois, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mais abonnez-vous aussi au compte Instagram de Movsar Ibragimov, dont je mettrai le lien dans la description. Movsar, tu combats prochainement, c'est pas le week-end qui arrive, c'est le week-end encore après. Donne-nous la date et l'adversaire et peut-être l'organisation, Movsar. Ah, je combats le 30 juillet au Road to European Beatdown 5. Donc là, maintenant, à l'heure où on parle, il reste 8 jours. Et je combats contre un Brésilien, Alisson Silva, je pense, d'une équipe de France. On va faire la guerre comme d'hab. Et on va ramener la victoire. Magnifique rendez-vous le 30 juillet. Du coup, le 30 juillet, c'est aussi la date de l'UFC 291. Du coup, tu combats dimanche après-midi, c'est ça? Dimanche soir, ouais, ça. Dimanche soir, du coup, on aura le temps de suivre l'UFC 291. Et ensuite, dimanche soir, le combat de Movsar Ibragimov. Envoyez-lui un maximum de force s'il mérite. Encore une fois, merci beaucoup, Movsar, et à la prochaine pour une nouvelle analyse. Merci à toi, Elias. Merci à tous. Ça fera bientôt.